Le spectaculaire vol des bijoux de la couronne au Louvre ce dimanche a eu un écho national et politique considérable. Sur ce sujet, voici ce qu'écrit le philosophe et journaliste Michel Elchaninov. La diversité des réactions me frappe. Chacun est dans son rôle. Le sénateur communiste Yann Brossa déplore le manque de moyens alloués au gardiennage. Marine Le Pen se désole de cette nouvelle épreuve pour notre pays et dénonce une blessure à l'âme française. Quand Jordan Bardella voit dans cette insupportable humiliation l'illustration du délitement de l'État. La ministre de la Culture, quant à elle, évoque la vulnérabilité des musées. Fin de citation. Alors une question ce soir, au-delà de l'émotion sincère parfois, pourquoi sommes-nous vexés par ce vol? Pourquoi sommes-nous émus, atteints, touchés, au-delà de la gravité des faits, et plus encore froissés par ce vol des bijoux que pour beaucoup d'entre nous, nous connaissions à peine? Deux invités pour en débattre ce soir. Pierre Branda, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, directeur scientifique de la Fondation Napoléon, auteur de l'ouvrage intitulé Napoléon et Joséphine, l'intime et le grandiose. C'est aux éditions Perrin. Face à vous, François Mérès, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de muséologie à l'université Sorbonne Nouvelle, responsable scientifique du projet Hermès qui étudie les patrimoines en devenir, un projet de recherche regroupant 8 universités dans le cadre de France 2030. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Question du soir. Ce qui est terrible, c'est la perte irréparable si on ne retrouve pas ces joyaux historiques qui appartiennent au patrimoine. Vous savez, dans un cambriolage, quand on vole les bijoux de la grand-mère, c'est pareil. Ce sont les bijoux de famille de la France. C'est l'histoire de France à laquelle on s'est attaqué ce matin au Louvre. Et c'est ça qui n'est pas supportable au fond. Mais je crois que tous ensemble, il faut maintenant qu'on les retrouve. Ce qui est terrible, c'est que ça renvoie au vol des bijoux de la couronne au mobilier royal en 1792, en pleine tourmente. Il y a là peut-être un symbole qui est terrible, celle d'une France qui devrait davantage être soudée autour de son histoire et de ces symboles qui sont les joyaux qui appartiennent à la nation. La voix, vous l'avez reconnue, de Stéphane Bern dans le journal télévisé de 20h, c'était dimanche dernier. Qu'est-ce que vous avez ressenti l'un et l'autre, Pierre Branda, François Mérès, lorsque vous avez appris la nouvelle du vol de ces bijoux? Émotion, stupeur, colère, vexation. Pierre Branda, pour commencer. Bien, un peu tout ça. Bien sûr, la stupeur, la surprise, la tristesse aussi, profonde tristesse. La tristesse, pourquoi? La tristesse, parce que effectivement, d'en arriver là et d'être atteint. C'est vrai que la France et la nation française, en fait, soient touchées comme cela dans un moment. Alors, ce n'est pas relié. Il ne faut pas tout faire un amalgame de tout, mais une tristesse pour mon pays, en fait, pour les collections, mais au-delà, parce que, évidemment, je savais que l'image allait être déplorable. Je savais que, voilà, même si il y a des choses qui s'expliquent, même si, voilà, mais bon, tristesse, colère aussi, pas contre quelqu'un, mais voilà, contre quelque chose qui vous frappe, qui vous tombe dessus, et totalement inattendu, je dois dire, pour ma part. Et donc, voilà, c'est un mélange de tout ça, en réalité. C'est le même spectre de sentiments, François Mérès, qui vous a traversé. Et est-ce que, au fond, vous êtes d'accord avec cette idée que dimanche, c'est la nation française qui a été atteinte? Alors, je ne le dirai pas tout de suite. D'abord, en tout cas, ce qui m'a interpellé, c'était en fait que c'est un fantasme qui est devenu réalité, parce qu'il y a eu énormément de films qui ont imaginé des vols incroyables au Louvre, et il y a quelque chose de tout à fait spectaculaire et d'incroyable. Donc, l'improbable devient réel. Et immédiatement, effectivement, en fait, ce qui m'a touché aussi, c'est le stress terrible qu'ont eu tous les agents du Louvre, parce que je pense qu'effectivement, pour avoir été dans une autre vie directeur de musée, je sais à quel point c'est l'un des stress les plus terribles de savoir ce qui peut arriver, soit à quelqu'un du public, soit effectivement à des objets qui seraient volés. Et donc, a fortiori, pour des objets aussi symboliques, c'est absolument terrible. Et puis, bien entendu, toutes les répercussions qui pouvaient en subvenir par rapport à l'image du Louvre, l'image de la France, etc.
L'improbable devient réel, nous dit François Mérès, et dans le même temps, Stéphane Bern nous rappelait bien que ce vol faisait écho à un autre casse du siècle, ce qui a pris place au XVIIIe siècle, en 1792 en particulier, lorsque les bijoux de la couronne avaient déjà été dérobés. Il faut nous rappeler cette histoire-là, Pierre Branda. Oui, en 1792, place de la Concorde, qui était alors à l'hôtel de la Marine. Enfin, c'est aujourd'hui l'hôtel de la Marine, mais c'était le garde-meuble de la couronne. Se trouvait effectivement le trésor les bijoux de la couronne, évidemment en grand nombre, en plus grand nombre que ceux qui étaient Galerie d'Apollon il y a ça une semaine. Et effectivement, pendant 3 jours, c'est un casse du siècle. Le garde-meuble va être dévalisé, les pierres, les bijoux, les couronnes emportées, dont le fameux diamant le Régent, qui est à ce moment-là pris aussi. Et donc, on a une disparition totale de tout ça qui va partir un peu partout. On va réussir à en reprendre un peu, dont le Régent qui revient. Mais c'est déjà une première perte, en réalité, ce qui explique la suite, c'est-à-dire que, là j'anticipe un peu, mais quand Napoléon Ier devient empereur, en réalité, il n'y a plus de bijoux de la couronne, donc il va devoir recréer des bijoux de la couronne. Je reviens quand même au XVIIIe siècle, un temps à cette année 1792, à ce casse du siècle qui dure 3 jours, 3 nuits, vous l'avez dit, Pierre Branda. Qu'est-ce que cela implique, entraîne comme émotion lorsque l'on apprend, lorsque l'opinion publique découvre au XVIIIe siècle que les bijoux de la couronne ont été subtilisés? Est-ce que l'on sait justement ce que cela a créé comme sentiment? Alors, j'ai pas en tête des études précises, mais enfin, il faut savoir qu'en 1792, évidemment, il y avait beaucoup d'événements en même temps. La déclaration de guerre de l'Autriche. Enfin, il y avait un mouvement révolutionnaire qui était... Paris est dans une situation chaotique, par ailleurs. Oui, alors oui, évidemment, la monarchie elle-même est en train de tomber. On est à quelques mois de la décapitation de Louis XVI. Donc, je vais dire, les événements vont tellement vite que c'est sans doute regretté à l'époque. Je sais pas en mémoire les unes des feuilles des journaux, mais enfin, c'était sans doute déjà considéré, comme on en reparlera, comme une atteinte à la nation, puisque déjà le concept, alors on a d'ailleurs en 1789 a été créé à la place du crime de lèse-majesté, parce que si avant vous aviez volé la couronne de Louis XVI, c'était un crime de lèse-majesté, en 1789, la constituante substitue ce crime au crime de lèse-nation. Parce que les bijoux de la couronne, comme les palais, comme l'ensemble, appartient à la nation française, et les confisquer, c'est un crime de lèse-nation. C'est comme ça qu'on transfère le pouvoir de la monarchie à la nation, et apparaît ce concept, si vous voulez. François Mérès, les bijoux qui ont été subtilisés dimanche dernier, il faut être honnête, peu de gens dans l'opinion publique contemporaine les connaissaient, et pourtant l'émotion semble grande. Comment expliquer justement ce hiatus entre la méconnaissance de ces bijoux et l'émotion objective que cela suscite? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, la notion de bijoux. Les bijoux qui ont été volés à Kim Kardashian ont aussi suscité un certain émoi. Mais a fortiori, ici, c'est à la nation, d'une certaine manière, à travers le Louvre. Et en même temps, effectivement, très rapidement, vient la notion qui lui est très directement associée des bijoux de la couronne. Et les bijoux de la couronne ont ce statut tout à fait particulier d'être parmi les tout premiers objets à ne pas circuler. Puisqu'en fait, justement, le concept d'inaliénabilité des biens qui vont notamment être tous les biens des musées de France, ce statut, il commence potentiellement avec un certain nombre d'éléments, et notamment les bijoux, qui servent à gager. Et d'une certaine manière, dans toutes les sociétés, il y a... Pour permettre la circulation des biens, il y a des biens qui doivent rester fixes en quelque sorte, et qui sont tout à fait d'une certaine manière sacrés. Donc il y a un statut tout à fait particulier, je pense effectivement, de ces biens qui va très directement transparaître à travers justement cette logique-là. 8 bijoux ont été dérobés dans la galerie Apollon du Louvre. Pierre Branda, l'émotion en miroir, pourquoi, j'allais dire, un tel niveau d'émotion? Est-ce que ça veut dire que
D'une certaine façon, la France reste attachée à son histoire, à la part monarchique de son histoire. On a du mal là aussi à faire le lien justement avec cette période du Second Empire que l'on connaît mal là aussi. Oui, non, c'est vrai, mais je pense que les Français, et plus globalement d'ailleurs les réactions dans le monde, ont considéré ça comme un vol, non pas évidemment contre des souverains ou souveraines, en l'occurrence défuntes, mais contre effectivement quelque chose qui était la nation, à nous tous en réalité, un vol, les Français qui étaient volés alors pas des bijoux de la grand-mère, n'exagérons pas, comme le dit Stéphane Bern, mais qui nous appartenaient. Donc, sans savoir exactement, vous avez raison, quels étaient ces bijoux, on ne les connaissait pas non plus autant que d'autres, mais voilà, ça a été pris comme une attaque directe et oui, par moments une humiliation, parce que ce qui s'est passé, c'est que on l'avait rappelé, ce qui est devenu, qui était un petit peu, pas imaginaire, mais de l'ordre du roman, est devenu réalité, et surtout, il n'y a pas de réaction apparente, je dis bien, hein. C'est-à-dire qu'ils installent ce monte-charge, ils arrivent jusqu'à la fenêtre, ils ouvrent la vitrine, c'est même filmé, ils prennent les bijoux, ils repartent, ils redescendent, ils s'enfuient et ils disparaissent. Donc, si vous voulez, on a l'impression cette étonnante facilité ajoute à l'humiliation. Oui, voilà, bien sûr, parce que s'il y avait eu, si vous voulez, une intrusion à main armée qui se mette à tirer de partout, etc., on comprendrait qu'évidemment, même si je dis heureusement que ça ne s'est pas passé comme ça, c'est pas ce que je veux dire, mais on aurait dit, bah là, oui, forcément, on concède parce qu'il y a la forme. Mais là, si vous voulez, comme ça avait l'air tellement tranquille, etc., qu'on a l'impression qu'ils se servent, ce qui est apparent, hein, encore une fois. Mais c'est l'image prime qui est diffusée. Donc, ce manque de réaction, si vous voulez, fait qu'on se dit, ben, il n'y a plus personne en face et quelque part, on s'inquiète, évidemment. On se dit, ben, si ça est possible, alors tout est possible, puisque rien ne réagit. Là, on ne voit pas l'installation, ils peuvent partir comme ils veulent. Donc, bien sûr qu'il y a une réaction, des armes qui ont sonné, etc. Mais c'est, à mon avis, ça qui crée le trouble dans un endroit, on est au centre de Paris, sur un quai que beaucoup connaissent, qui est une véritable autoroute, avec la préfecture de police à quelques centaines de mètres, etc. Enfin, je veux dire, dans l'imaginaire collectif, le Louvre était inviolable. Donc là, si vous voulez, avec une disqueuse, un petit camion, vous prenez les bijoux de la couronne, pour les gens, c'est incompréhensible. Vous êtes d'accord avec ça, François Mérès? Le Louvre inviolable a été violé? En fait, effectivement, c'est pas simplement le vol des bijoux, c'est aussi la violation du Louvre. Et le Louvre est d'une certaine manière un espace tout à fait sacré. Et c'est dans ce sens-là aussi qu'il y a quelque chose d'assez différent par rapport justement au vol qu'il pourrait y avoir, même à la Banque de France en quelque sorte. Sacré pour quelle raison? Sacré parce qu'en fait, effectivement, il y a un élément de sacralisation dans le musée qui s'est développé et qui a été directement associé à tous les éléments, on pourrait dire, d'une certaine religion politique qui s'est développée depuis la fin de la monarchie, pourrait-on dire, avec la création du Louvre, avec les collections du roi, avec effectivement potentiellement aussi une partie des bijoux, etc. Et progressivement, l'utilisation par la nation, et ils sont simplement, par exemple, à l'utilisation par Emmanuel Macron du Louvre, qui montre évidemment à quel point le Louvre joue ce rôle, et a joué ce rôle tout au long de son histoire, notamment durant les conflits, etc. On voit immédiatement, et il y a certaines grandes pages qui parlent de l'âme du Louvre, qui est un des éléments de l'âme de la France, etc., qu'on retrouve à tous les moments, pourrait-on dire, de l'histoire du Louvre, d'une certaine manière. Et dans le même temps, le Louvre, c'est aussi un lieu paradoxal. C'est tout ce que vous décrivez là, bien sûr. C'est aussi le plus grand musée du monde, 8,7 millions de visiteurs chaque année. Et dans le même temps, en juin dernier, les agents du Louvre avaient organisé une grève surprise pour mettre la lumière sur une série de manques de moyens, de défaillances en matière de sécurité. Un rapport même de la Cour des comptes qui devrait sortir dans les prochaines semaines mettait en exergue les retards en matière de vidéosurveillance, notamment, et c'est le comble, dans la galerie Apollon. Donc il y a quand même cette ambivalence, Pierre Branda, le Louvre, premier musée du monde, fierté nationale, et dans le même temps, on maltraite quelque peu cette fierté.
Alors, maltraité, c'est peut-être un peu trop fort, mais c'est vrai qu'il y a eu, ils l'ont reconnu d'ailleurs, des erreurs et que la présidente du Louvre vient de déclarer que c'était un échec, évidemment. Bon, on ne peut pas dire moins, mais je veux dire par là que... Elle a dit qu'elle avait été mise en échec. mise en Exactement. échec, voilà. Tout à fait exactement. Mais bon, quand on apprend qu'effectivement la galerie Apollon, mais la caméra extérieure était braquée de l'autre côté, que par-ci par-là, effectivement, il peut manquer des caméras, que on s'interroge aussi sur les vitrines, et on en parlait tout à l'heure, comment, je veux dire, on peut savoir qu'en 1 ou 2 minutes, on peut l'ouvrir aussi facilement, alors que c'est une vitrine blindée. Enfin bon, évidemment qu'il y avait des failles qui sont reconnues aujourd'hui, je pense, qu'il faut corriger, et qui peuvent paraître étonnantes, parce qu'effectivement, cet endroit sacré qu'on pensait inviolable, dont on connaissait les vols fameux, évidemment celui de la Joconde, en 1911... Donc on pensait, puis par contre l'imaginaire aussi avait fait croire que c'était inviolable aussi. Donc là il y a eu un choc, je veux dire, d'image et de croyance. Et vous avez raison sur le côté sacré pour la République, le côté sacré pour le côté inviolable. Donc on a comme ça une image qui ne cadre pas, avec finalement un casse oui, du siècle assez facile et qui stupéfie. Sacré pour la nation, sacré pour la République, vous l'avez dit l'un et l'autre. Et dans le même temps, François Mérès, je voudrais que l'on nuance, que l'on tempère justement cette notion même de patrimoine. Est-ce que l'on trouve au Louvre l'ensemble du patrimoine national? Ou bien le Louvre, c'est d'ores et déjà une vision très singulière, très particulière de ce qu'est, de ce que devrait être le patrimoine national? D'une certaine manière, c'est la vision la plus ancienne. C'est-à-dire que pendant très très longtemps, jusque dans les années 50, quand on parle de patrimoine, on pense effectivement à un certain nombre de biens qui vont être dans des musées et puis aux monuments historiques. Et progressivement, en fait, cette vision va s'agrandir, va s'ouvrir au patrimoine industriel, au patrimoine naturel et à toute une série d'autres éléments de patrimoine qui vont tout d'un coup faire amener, je dirais, à une transformation, à un agrandissement évidemment de cette vision. C'est sûr que quand on réfléchit à cette notion de patrimoine au départ, elle est très directement liée à une toute petite partie de la population qui est effectivement composée par les classes sociales les plus élevées et qui, pendant toute l'évolution du Louvre durant le 19e siècle, est associée à la bourgeoisie, c'est-à-dire une classe dominante et un patrimoine qui est lié à la classe dominante et puis bien sûr à toute l'histoire de la noblesse, etc. Forcément, par rapport justement à toute une série d'autres révolutions comme celle de la nouvelle muséologie, des écomusées, etc., le patrimoine, c'est aussi un patrimoine rural. Les musées à la révolution russe, en fait, ils vont effectivement retransformer une partie des musées pour évoquer le fait que le patrimoine, c'est aussi le patrimoine des prolétaires, des ouvriers de manière générale, etc. Et que globalement, effectivement, cette vision apparaît comme un élément parmi d'autres, un élément extrêmement singulier et qui fait encore rêver et qui est encore central pour un certain nombre de visiteurs, de citoyens, et en même temps un élément tout à fait limité par rapport aussi à toute une série de notions liées au patrimoine immatériel, qui est beaucoup plus reconnu dans un certain nombre d'autres régions du globe. Est-ce que vous êtes d'accord, Pierre Brondat, il serait, j'allais dire, faux, en tout cas presque mensonger, d'imaginer qu'au Louvre serait logé l'ensemble du patrimoine national et que, par conséquent, lorsqu'on touche au Louvre, on touche à la nation tout entière dans son histoire? Alors, non, bien sûr que le Louvre ne renferme pas tout le patrimoine dans toute sa diversité, vous l'avez rappelé, vous avez tout à fait raison, mais le Louvre a gardé l'idée première, ce qui est des révolutionnaires, qui était de mettre à disposition du public ce qu'ils appelaient les chefs-d'œuvre du génie humain, et qui autrefois n'étaient pas visibles parce que détenus par des princes, des monarques, des monastères, etc. Et donc cette logique avait été poussée un peu loin puisqu'on a été récolté dans d'autres pays, en Italie, en Allemagne, un peu partout, pour faire le muséum national, parce que l'idée, c'était justement que ces chefs-d'œuvre devaient appartenir à la nation. Et là, si on en revient aux bijoux de la couronne, effectivement, c'est cette idée-là. Alors évidemment, tout le patrimoine, c'était tableaux, sculptures,
sculptures, bijoux, donc quelque chose qui est classique, on pourrait dire, et qui était à l'époque limité, mais l'objectif qui était de populariser, d'avoir comme ça, de montrer à la planète entière une partie des chefs-d'œuvre du génie humain, est atteint. Vous l'avez dit, 8 millions de visiteurs, finalement, on y est arrivé, bon, ce qui évidemment implique ces problèmes de sécurité et des problématiques à revoir, mais dans son ensemble, je veux dire, le Louvre a accompli sa fonction première, même si, évidemment, il y a beaucoup, et heureusement d'ailleurs, beaucoup d'autres endroits à visiter en France et ailleurs aussi. Je voudrais vous faire entendre la voix de l'historien Fabrice d'Almeida. Il s'exprimait dans l'émission C'est dans l'air. C'était le 21 octobre dernier à propos de la gestion privée, nécessairement privée, du patrimoine français. On est quand même un pays où le privé, en fait, il faut quand même le dire, le privé s'est beaucoup occupé du patrimoine. Le privé, il n'y aurait pas tout ce patrimoine sous nos yeux si au 19e siècle, ça n'avait pas été des personnes privées qui s'en étaient occupées. Ce serait pareil dans beaucoup de zones centrales des petites villes ou des villages. S'il n'y avait pas eu la loi Malraux, on n'aurait pas eu tous ces investissements de personnes privées qui ont permis de maintenir du patrimoine debout. Donc le privé est là, mais on a quand même besoin d'une politique d'État parce qu'on a malgré tout, et c'est notre patrimoine national pour le coup, de grands monuments nationaux et on en a beaucoup. Donc c'est un aspect qu'on ne peut pas laisser seulement au privé. L'État doit aussi gérer ce qu'il a, lui. Ces 8 bijoux qui ont été dérobés, Pierre Branda, ils doivent à l'action d'individus privés et également en composition avec l'intervention de l'État. C'est cet enchevêtrement interventionniste qui permet leur existence et leur transmission à travers les décennies et les siècles. Oui, tout à fait, c'est un bon exemple. Ces bijoux n'étaient pas là il y a 50 ans, hein. Donc au Louvre, ils sont revenus, enfin ils sont entrés plutôt, par l'action des Amis du Louvre, des donateurs au sein des familles, par exemple la couronne de génie qui heureusement a été récupérée, un peu endommagée, mais elle pourra être restaurée, c'était un don de la famille impériale, donc je veux dire, il y a une reconstitution il y avait une reconstitution de ces bijoux, on espère les retrouver, donc je ne voudrais pas parler au passé, mais c'est tout à fait exact. Donc parce qu'il faut bien comprendre que ces bijoux, en fait, au-delà parce que l'aspect bijoux, évidemment, diamants, pierres, etc., se comporte, mais ce qu'on n'a pas assez souligné, c'est que ce sont des chefs-d'œuvre de la haute joaillerie française et en fait de l'artisanat de luxe, parce que ce sont des merveilles de joaillerie, parce que bon, par exemple, le nœud de l'impératrice Eugénie, 3000 diamants, voilà, tout le pari, c'est d'avoir beaucoup de pierres, d'avoir beaucoup de diamants, mais que quand vous le portez, ça paraisse léger, ça paraisse, si vous voulez, accompagner votre mouvement. Donc, vous avez eu tout ce travail de savoir-faire, qui est un savoir-faire d'artisan et d'artisan joaillier du 19e, qui est l'excellence qui est montrée là, et pas seulement, si vous voulez, des pierres et des diamants, parce que, voilà, c'est avant tout ça, parce que ce sont toutes des réalisations du 19e siècle par des joailliers français renommés, à commencer par Nito, et qui ont comme ça créé des pièces exceptionnelles qui malgré que il y ait effectivement beaucoup de pierres, beaucoup de diamants, elles paraissent tout à fait naturelles. Vous êtes d'accord, François Mérès, dans le fond, ce qui nous touche collectivement, ce n'est pas seulement la cherté de ces objets, c'est aussi le savoir-faire, le travail qu'il y a derrière, le travail amoncelé. Je pense que c'est un conglomérat de plusieurs choses. Il y a d'une part, en quelque sorte, évidemment, le prix. Et donc évidemment une dimension qui est financière, qui apparaît pour certains comme extrêmement importante. Il y a le symbole dont on a beaucoup parlé, et en même temps évidemment ce sont des œuvres qui ont été créées par tout un savoir-faire qui s'est transmis et en quelque sorte qui a montré aussi, c'est un des points importants, l'excellence en quelque sorte française depuis durant tout le 18e, 19e siècle, et qui continue évidemment. La France est connue par rapport à l'industrie du luxe encore actuellement, a fortiori, c'est l'un de ses fleurons pour
pourrait-on dire. Et donc, d'une certaine manière, ces bijoux font partie aussi de cette chaîne, en quelque sorte, de savoir-faire qui se continue, qui se poursuit. Et donc, il y a quelque chose qui est tout à fait intéressant à ce niveau-là, bien sûr. Pourquoi les médias internationaux s'intéressent, j'allais dire, à ces bijoux, justement? C'est parce qu'ils représentent une forme de savoir-faire, d'excellence à la française, ou c'est plutôt le lieu, le scénario digne d'un film qui ont impressionné? Oui, alors il y a le scénario, et puis bon, les noms frappent: Louvre, bijoux, Napoléon. Donc vous avez C'est le là, triptyque qui a attiré, c'est le triptyque, je dis qui a ces attiré la trois presse noms-là, internationale. parce qu'à la Fondation Napoléon, nous travaillons au sein d'un observatoire Histoire et Vie publique qui arrive à mesurer l'audience à l'international, bon, par des outils marketing ou informatique, que nous adaptons à l'histoire. Nous avons pu calculer que potentiellement 6 milliards d'êtres humains, d'adultes, donc de tous les adultes de la planète, ont été touchés par cette information. Parce que, bien, Louvre, tout le monde connaît, Napoléon, tout le monde connaît, Bijoux, tout le monde connaît. Donc forcément, plus le scénario rocambolesque qu'on a évoqué, bref, donc qui veut dire aussi derrière Arsène Lupin, etc. Enfin bon, tout renforcé par des séries récentes. Bref, tout s'est presque ligué. Je pense pas que c'était le but de ceux qui les ont pris, hein, mais tout s'est ligué pour en faire un événement mondial qui est à la haute, enfin qui est une véritable déflagration, puisque tous les pays, ça a été, si je puis dire, une traînée de poudre comme on en connaît rarement. Et hélas, pas à notre avantage, forcément, puisque derrière, alors eux, ils sont moins de colère parce que ils sont pas français, c'est pas la nation française, mais malheureusement, il y a beaucoup d'ironie et de moquerie par rapport à nous. Donc, ce qui renforce notre sentiment et notre tristesse, finalement. Il faut parler d'un autre sujet, un autre débat. Les bijoux en l'état n'étaient pas assurés. Ils relevaient du régime dit d'État assureur. Qu'est-ce que cela signifie tout simplement, François Mérès, ce régime d'État assureur? Et pourquoi dit-on, j'allais dire, que ces bijoux n'étaient pas assurés? Globalement, l'État est son propre assureur. Ça signifie effectivement que L'État est comptable de la somme qui a été volée. D'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire aussi simplement que l'assurance l'assurance de l'ensemble des collections du Louvre constituerait évidemment une somme absolument colossale. Alors, s'il faut en plus effectivement, je dirais, séparer et utiliser une grande partie de la dotation pour assurer ces éléments, a fortiori, c'est toute une série d'autres éléments qui ne peuvent pas être faits. Ce que vous nous dites, c'est que c'est inassurable de toute façon? C'est toujours assurable, on peut assurer n'importe quoi, hein, mais ceci dit, ça veut dire qu'il faut en payer le prix. Et donc, toute la question qui s'est posée, c'est de se dire, pour toute une série de biens extrêmement précieux, est-ce qu'il faut payer une prime spéciale en se disant que, ou bien est-ce que c'est effectivement l'État qui prend en charge ce risque et qui à ce moment-là, effectivement, joue ce rôle. Mais ça nous amène évidemment à nous poser la question, on pourrait dire, du patrimoine. Bablon et Chastel ont cette phrase qui le caractérise tellement bien. Il se reconnaît au fait que sa perte constitue un sacrifice, nous y sommes, mais que sa préservation suppose des sacrifices. C'est-à-dire, effectivement, est-ce que nous sommes prêts à payer pour assurer la préservation, la sécurité, la conservation? Et d'une certaine manière, malheureusement, on préfère toujours, sur le plan politique ou d'autres plans, inaugurer des réserves, inaugurer des expositions ou des bâtiments plutôt qu'un système de sécurité, ou plutôt que payer des primes d'assurance. Mais est-ce que c'est bien vrai en l'occurrence? Je vous rappelle qu'en janvier dernier, Emmanuel Macron a annoncé un plan de rénovation baptisé Nouvelle Renaissance, doté d'un budget estimé entre 700 millions et 800 millions d'euros, dévolu justement au Louvre spécifiquement. C'est bien là que la preuve que l'État s'engage et s'engage encore, non? Oui, avec... Alors est-ce que c'est à la hauteur? Je ne sais pas, mais... Avec potentiellement, effectivement, un projet architectural, un projet qui est lié d'ailleurs aussi à la gestion de la Joconde, et donc notamment des flux touristiques, puisqu'effectivement, derrière ces éléments-là, on a essentiellement aussi toute une série d'actions, mais qui sont pilotées par rapport à la gestion du flux touristique, par rapport effectivement aussi à une logique de marché, qui vise évidemment à attirer, puisque le Louvre, depuis qu'il a atteint 8 à 10 millions de visiteurs, est l'un des très rares musées dont on pourrait dire la dotation ne représente qu'environ 50% de l'ensemble de son budget, ce qui est très rare pour les musées, du fait de ce flux absolument considérable, mais qui suppose aussi une transformation très importante du Louvre.
et qui globalement vise aussi, à travers ce grand projet architectural, on pourrait dire à redorer aussi, à associer l'image présidentielle, ce que les présidents de la Ve République ont adoré faire avec le musée. Et d'ailleurs, le nom ne nous y trompe pas, Nouvelle Renaissance. Pierre Branda, un mot justement là-dessus. Est-ce que l'État met les moyens, met assez de moyens pour préserver le patrimoine dont il est dépositaire ? Alors, sur la question de l'assurance, je pense qu'effectivement, il est difficile pour lui, parce que sinon, assurer, ça coûterait très très cher, évidemment, et peut-être pas forcément des résultats, parce qu'en l'occurrence, s'il y a des défaillances dans les systèmes, les assurances ne remboursent pas toujours aussi, il faut le savoir. Donc, il y a, mais néanmoins, alors c'est la différence aussi avec les expositions privées ou avec des pièces publiques, mais qui sont effectivement gouvernées par des institutions privées. On a une obligation d'assurance, et donc l'assureur, effectivement, vous oblige à un certain nombre de choses. Mais là, c'est impossible. Mais vous avez raison de dire que ça nous oblige à la sécurité, ça nous oblige à un certain nombre de choses. Et parfois, des choix sont faits plus dans le grandiose, on y revient, que peut-être dans la sécurité pure. J'ai pas tous les détails, mais c'est vrai que, évidemment, que des dans caméras, la finesse des dispositifs PC, sécuritaires. Des finesses, évidemment, qu'une grande entrée majestueuse, comme on pourrait dire, évidemment, c'est beaucoup plus impressionnant, et pardonnez-moi cette expression, ça en jette plus qu'avoir un beau PC de sécurité qu'on ne verra jamais. Alors, donc je pense que là, j'espère que cet électrochoc, parce que c'en est un, eh bien, permettra de bien considérer cette question, pour le Louvre, pas seulement d'ailleurs, parce que il y a d'autres musées, il y a eu d'autres vols, et de prendre cette question plus globalement, alors qui a pu être négligée aussi, il faut le dire, parce que la criminalité ne s'attaquait pas toujours autant, ou avec autant de... Il y a eu des exemples, enfin, ça commence à devenir de plus en plus préoccupant, et que, étant donné que les banques et les maisons de joaillerie se renforcent de plus en plus, c'est plus difficile de les attaquer, donc forcément la criminalité se déporte, et il faut le prendre en compte. Il est plus facile, vous nous dites, d'aller voler au Louvre que d'aller voler à la joaillerie du coin. Alors joaillerie du coin, c'est peut-être exagéré, mais enfin place Vendôme, c'est plus difficile, oui, on ne serait pas arrivé en 7 minutes à faire ça, c'est très clair. Je voudrais vous faire entendre la voix du président de l'association Sites et Monuments. Il s'exprimait le 6 septembre 2024 sur France Inter. Il s'appelle Julien Lacaze. Dans une lecture que j'ai faite à nouveau actuellement, 1984 d'Orwell, on voit comment le héros prend conscience en fait et se libère grâce au passé. Quand il va chez ce brocanteur et que les objets en fait anciens sont devenus une sorte d'objets de contrebande, lui qui est englué dans une sorte de présent perpétuel, eh bien, il va arriver à imaginer son futur parce que justement il a existé un passé qui était différent du présent. Voilà. Et ça, je pense que ça a un écho très fort dans nos vies, nous qui sommes englués dans le présent, englués dans les écrans, coupés du réel aussi. Le patrimoine sont des choses qui sont réelles, des objets, des monuments. Ça nous incite à sortir, à aller voir les paysages, à ne pas rester comme ça englués dans ce présent perpétuel et devant nos écrans. Est-ce que si l'histoire, le patrimoine nous touche à ce point, François Mérès, c'est aussi au fond parce que nous sommes englués, tous autant que nous sommes, dans ce présent perpétuel? Alors je ne sais pas si d'abord l'histoire nous touche tous, et ça c'est un des points importants. Le musée en tout cas, c'est progressivement institué au sein de notre société occidentale et potentiellement à travers le monde comme effectivement un lieu tout à fait particulier qui nous caractérise, qui est une relation au passé, bien entendu, à notre identité, à travers des objets, et potentiellement effectivement qui nous permet je dirais, de développer une autre vision que celle qui est uniquement celle de la réalité projetée dans nos propres vies. Et en même temps, effectivement, il y a plein d'autres possibilités qui nous permettent de penser autrement le monde qu'à travers le musée, à travers, je dirais, dans d'autres régions, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, le musée a pris une place tout à fait particulière dans nos sociétés qui a été pendant très longtemps occupée par l'Église aussi. Je dirais qu'au moment où on peut le voir aussi, au moment où les églises se vident, les musées se remplissent progressivement. Tous les musées n'ont pas toujours été aussi remplis depuis le 19e siècle, même si un certain nombre d'établissements le connaissent. Et l'explosion, on pourrait dire, effectivement, de ce tourisme culturel, etc., est quelque chose de relativement récent.
Mais je ne parlais pas nécessairement, François Mérès, j'allais dire, du musée en tant que tel. Il est certain que les musées français ne touchent pas l'entièreté de la population. Lorsqu'on regarde dans le détail, j'allais dire, derrière l'ampleur des chiffres, dans le détail, qui va effectivement au musée, on sait bien qu'il y a des inégalités flagrantes, extrêmement fortes. En revanche, est-ce que chacun n'est pas touché par une forme de passé, quel que soit ce passé? Est-ce que son histoire, l'histoire de chacun ne permet pas de mieux penser le contemporain et la situation dans laquelle nous nous trouvons individuellement et collectivement? C'est certainement une dimension qui nous permet de penser le contemporain, et donc a fortiori évidemment des lieux qui permettent de parler de cette dimension temporelle, et donc de quelque chose qui justement est le passé, nous permet effectivement de nous projeter potentiellement aussi pour préparer le futur et pour nous imaginer, non pas englués dans un présent en quelque sorte, mais envisager autre chose. Et forcément, nous rattacher aussi à ce qui nous a constitués, c'est-à-dire notre famille, nos racines, et donc potentiellement, évidemment, de manière plus globale, les racines de notre communauté, de notre nation, etc. Pierre Banda, votre point de vue, et j'allais dire, pardonnez-moi, ce vol de dimanche dernier résonne avec un autre événement, l'incendie de Notre-Dame, qui avait touché bien au-delà des cercles catholiques français. Oui, bien sûr, parce que c'était le patrimoine qui était attaqué là aussi. Alors, c'est un événement, fort heureusement, quand même différent, mais qui produit les mêmes effets. Mais à Notre-Dame, si c'était d'abord un accident, et ensuite il y avait eu une réaction héroïque des pompiers qui avait empêché la cathédrale de s'effondrer. Là, en l'occurrence, je vous le répète, c'est le manque apparent de réaction qui fait qu'on a ce sentiment qui nous qui passe de la colère à la tristesse, etc. Je voulais dire aussi, par rapport au patrimoine, l'Observatoire Histoire et Vie publique, nous avons réalisé un sondage sur les jeunes et l'histoire. Et nous avons vu que les jeunes sont très intéressés par l'histoire, par tous les canaux, parce que maintenant l'histoire se diffuse à travers les réseaux sociaux, les livres, les séries, etc., qui sont en fait très imprégnés d'histoire, parce que c'est de l'histoire et dans leur univers à travers tout ce que je viens de dire. Grâce aux jeux vidéo également. Oui, aux jeux vidéo. Et dans les questions, ce qui nous avait étonné, on avait demandé, mais quelles sont vos périodes préférées? Pour un jeune sur 8, c'était le Moyen-Âge. Je n'aurais pas, dans ma génération, attendu qu'on réponde le Moyen-Âge. Parce que, évidemment, il y a des séries qui s'y rapportent, etc. Alors, je ne dis pas qu'il y a évidemment une connaissance encyclopédique et il y a aussi, bien entendu, beaucoup de choses à dire là, mais l'appétit est toujours là, il a changé, il est peut-être plus diversifié, il est beaucoup... il va sur les musées, ils étaient 80% à dire qu'ils adoraient aller au musée. Enfin bon, je veux dire, c'était pas du tout, et c'est un message d'espoir, la jeunesse est très intéressée par l'histoire, quelles que soient les formes qu'elle prend en réalité. L'extrait de l'opérette Arsène Lupin, banquier, qui a été créé au théâtre des Bouffes parisiens, à Paris, donc en 1930. Je ne suis point l'escroc vulgaire, un simple malandrin, comme mandrin. Pour moi, soustraire, c'est me distraire, forcer un coffre-fort, voilà mon sport. Cambrioleur, mais gentleman surtout, je prends des gants pour prendre les bijoux. Il ne faut pas que l'on confonde, il y a voleur et voleur. Je suis un voleur du grand monde, un gentleman cambrioleur. Comme on est entre nous, je me permets de vous poser cette question à l'un et l'autre. François Mérès, pour commencer, est-ce que vous êtes admiratif secrètement des voleurs qui ont opéré dimanche dernier au Louvre? Admiratif, je ne dirais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose d'assez fantastique. Alors bon, ce sont manifestement des experts d'une certaine manière. Il y a difficile de parler d'admiration parce qu'effectivement il y a un malaise qui est tellement grand par rapport à ça que ça semble difficile. On peut effectivement imaginer, on en a parlé, de l'assassinat comme l'un des beaux-arts, et donc effectivement on est là dans quelque chose qui est lié, on pourrait dire, à un grand art du cambriolage, mais c'est évidemment extrêmement déplorable quand on songe à la victime que nous sommes tous d'une certaine manière. Pierre Banda. Non, mais tout à fait, c'est un crime crapuleux, et en réalité il y a assez peu d'Arsène Lupin là-dedans, puisque le fait d'Arsène Lupin ne
ne volez pas le patrimoine national, mais comme il dit ce gentleman cambrioleur, dérobez plutôt justement au petit nombre pour présenter au plus grand nombre, parfois en redonnant d'ailleurs dans les musées. Et donc, je veux dire, ça n'a rien à voir. Là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on a retiré au plus grand nombre pour des mains crapuleuses et criminelles des choses qui nous appartenaient, qui ont disparu pour un petit nombre d'individus. Donc, il n'y a pas d'Arsène Lupin là-dedans. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir transmis votre émotion et de l'avoir décortiqué. Pierre Branda, historien, directeur scientifique de la Fondation Napoléon, auteur de Napoléon et Joséphine, l'intime et le grandiose. C'est aux éditions Perrin. François Mérès, professeur de muséologie à l'Université Sorbonne Nouvelle, responsable scientifique du projet Hermès qui étudie les patrimoines en devenir. Et merci également à celles et ceux qui ont pensé cette émission. Antoine Hérald, Diane de Vancey, Juliette Moueluc. À suivre après le journal, guerre commerciale entre Trump et Xi Jinping. Qu'est-ce que la géoéconomie ?